Retour à question d'actualité sur les ondes de la Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On a déjà parlé à cette émission du Bitcoin, cette crypto-monnaie créée en 2009 et dont la valeur extrêmement fluctuante atteint aujourd'hui des niveaux astronomiques dans un monde dominé par le dollar états-unien. Est-ce que la possession de Bitcoins pourrait servir de garantie ou de contrepoids aux risques géopolitiques posés par certains appétits hégémoniques, un peu comme l'or? Philippe Labrec, chroniqueur sur plusieurs plateformes, a publié une réflexion extrêmement intéressante dans le magazine Les Affaires. Le titre du texte, Le Bitcoin peut-il devenir un outil géopolitique? Philippe, bonjour. Bonjour. Vous allez devoir, pas marcher sur des œufs, mais être très pédagogue aujourd'hui, notamment avec moi. J'ai jamais vu je vois des photos de Bitcoin, mais je ne sais pas du tout. Pour moi, c'est comme de l'argent Monopoly. Vous voulez dire la pièce? Oui, je sais que c'est des pièces, il n'y a pas de billets. Hein? Non, exactement. D'accord. La pièce, c'est un symbole purement fictif. Le Bitcoin n'a aucune qualité physique, c'est purement numérique. Donc, je ne peux pas avoir de Bitcoin dans ma poche? Non, vous pouvez avoir une clé, par contre, une clé, ce qu'on appelle un wallet là, dans le jargon, oui. Qui est l'équivalent, comme le terme l'indique en anglais, d'un portefeuille de valeurs numériques, notamment incluant le Bitcoin. Ça, vous pourriez l'avoir dans votre poche. Oui, je ne vous le conseillerais pas, par contre, de traîner ça avec vous. Si je le perds. Si vous le perdez et que vous avez une quantité de Bitcoin importante, vous perdez beaucoup d'argent et c'est presque irrécupérable rendu là. Oui. Mais le Bitcoin physique, comme toutes les crypto-monnaies, ne sont que numériques et il n'y a aucune existence physique comme un dollar, une pièce de monnaie ou un billet de banque, un billet littéralement de papier. Là. Mais ça n'existe pas. Mais un Bitcoin, maintenant, ça vaut beaucoup d'argent. Il y a 70 000 $ US aujourd'hui. Taxe pour un Bitcoin? Un seul, oui. Maman. On est proche de 100 000 Canadiens, 96 000, je crois. Oui, d'accord. Est-ce que c'était en quantité illimitée, les Bitcoins, ou il y en a une quantité limitée? Non. C'est ce qui est intéressant du Bitcoin, à mon avis, mais à l'avis de plusieurs personnes, je crois, c'est que le Bitcoin a sa propre politique monétaire qui ne découle pas d'une institution, encore moins d'une institution étatique, et comme une banque centrale, ici la Banque du Canada ou la Réserve fédérale américaine, par exemple, qui détermine les politiques monétaires du Canada et des États-Unis respectivement. La politique monétaire du Bitcoin en est une qui est désinflationniste dans le sens où il y a des nouveaux Bitcoins qui sont créés chaque heure. Mais ceux-ci, la quantité, donc le nombre de Bitcoin, est divisé par 2 à chaque 4 ans. Ce qu'on appelle, en termes anglophones, c'est un halving. Donc c'est une coupure, on divise de moitié la quantité de Bitcoin produit par heure. Donc, on va passer de mémoire de 6,5, donc 6 bitcoins et demi par bloc, donc c'est à peu près chaque heure ou 2 heures environ, là, à 3, un peu plus de 3, donc 3,25 environ en mai ou avril, pardon, qui vient. Là, donc, ça vient. C'est comme la multiplication des microbes à l'inverse. C'est l'inverse. À l'inverse, oui, c'est ça. Donc, on a commencé en 2009 avec une quantité de bitcoin minée par bloc, comme on dit. Là. Ouais. C'est des termes techniques, mais énorme. Et là, on est rendu à 3,25 seulement. Et ça va continuer à descendre jusqu'à temps que ça atteigne 0. Et si je me rappelle bien, là, le dernier Bitcoin miné, en théorie, serait autour de 2140. Mais pour mettre les choses en perspective, j'ai oublié le nombre exact, mais on est déjà à peu près à 90% de tous les Bitcoins minés dans l'histoire. Il ne reste que 10% des Bitcoins à être créés. D'accord. Donc, on est déjà à la fin, si vous voulez, en gros. Là. La chose à retenir, c'est qu'on est déjà à la fin de la création de Bitcoin. À l'inverse, si je peux dire là, rapidement, des banques centrales qui peuvent créer de l'argent, on sait très bien, de dollar canadien, de dollar américain, presque sans limite. Il n'y a pas de limite réelle ou presque sur la création d'argent. Surtout au fédéral canadien. La Banque du Canada, oui, exactement. Hein, on l'a vu pendant la pandémie. On l'a vu pendant la pandémie. Alors, un Bitcoin, j'imagine que ça attire beaucoup d'appétit, mais il y a quand même des risques liés à ça, non? C'est un actif spéculatif. Donc, comme tout actif spéculatif, il y a des risques. Vous achetez des actions, il y a bien sûr le risque que l'entreprise, la valeur du titre de l'entreprise chute, que l'entreprise fasse faillite, qu'elle doit passer en liquidation. Donc, le Bitcoin, historiquement, a été très volatile. Le prix, là, bien sûr, on parle ici. Là. Donc, on a eu des chutes de 80%, mais on a eu des hausses de plusieurs milliers de pourcents aussi. Donc, c'est vraiment une montagne russe en termes des prix. Là, après, pour ce qui vient dans les prochaines années, disons, en ce qui a trait au prix, ce que vous en pensez est aussi autant de valeur que ce que j'en pense, dans le sens où c'est très difficile à prédire. Hein. On ne peut pas vraiment dire... comme je vous disais, ne rien en penser, l'acheter simplement et se fermer les yeux pendant 10 ans est peut-être une bonne idée. Donc, ce qui va arriver avec le cours du Bitcoin, je pense que tout le monde a son opinion. Est-ce que les fluctuations énormes, gigantesques vont continuer?
On verra bien. On verra bien, oui. Oui, l'histoire s'écrit au fur et à mesure, hein, parce exact. Que ça n'a fait que 15 ans que ça existe. Votre texte, Philippe Labrec, on peut le trouver sur le site du magazine Les Affaires. Le Bitcoin peut-il devenir un outil géopolitique? Commençons par un individu qui détient des Bitcoins. Vous semblez dire que il est indépendant de la fiscalité. Est-ce qu'on peut taxer une fortune en Bitcoin? Est-ce qu'une banque centrale peut avoir un regard sur ma fortune ou non? Je suis un individu absolument souverain. Je suis absolument libre comme l'air avec mes Bitcoins. J'irai pas jusque-là. Non? Parce que les banques, le secteur bancaire de 1, les États se sont adaptés, ont créé des lois. Techniquement, tout gain en capital, qui se fait par le Bitcoin, les actions, peu importe, est taxable, est imposable. Donc, vous devez déclarer vos profits réalisés en Bitcoin. Oui, mais qui émet les feuillets fiscaux? La place de marché que vous allez utiliser. Ah, quand même. D'accord. Donc, que ce soit Kraken ou un autre, je ne fais pas de publicité pour eux, mais les gros Coinbase qu'on peut connaître, eux devront vous émettre donc, le feuillet fiscal et vous devrez ensuite le déclarer. Donc, de un, on n'échappe pas à l'impôt. Ceci dit, toute évidence, c'est très difficile de confisquer des bitcoins si vous savez comment l'emmagasiner, si on peut dire, le protéger. Donc, vous pouvez, en théorie, acheter des bitcoins, les envoyer à l'étranger, peut-être pas les vendre, donc vous ne serez pas imposé vu qu'il n'y aura pas encore de gain en capital. Mais selon franc, on parle ici de gens fortunés et d'entreprises et de gens, disons que des morales crapuleuses, qui pourraient bien sûr penser à s'acheter du bitcoin pour échapper au fisc et donc ne pas déclarer certains revenus ou cacher leur fortune de certains États qui pourraient être prédateurs, disons. Des régimes, disons, très socialistes qui voudraient imposer la richesse et non le revenu. Ces gens-là auraient peut-être intérêt, à acheter du Bitcoin. Comme il y aurait un certain intérêt à acheter de l'or dans un pays étranger, c'est juste que ça coûte beaucoup plus cher d'acheter de l'or et de l'emmagasiner, tandis que le Bitcoin, une fois qu'il est acheté, comme j'ai dit, vous le mettez sur votre clé électronique. Ça vous coûte à peu près rien ou presque et vous pouvez l'envoyer n'importe où dans le monde à peu ou pas de frais. Et donc, vous êtes relativement protégé d'un État prédateur. Admettons le Venezuela, qui est un exemple qui viendrait. Si vous protégez votre fortune d'un gouvernement comme le gouvernement cubain ou vénézuélien, par exemple, vous pourriez le faire d'une façon assez facile et directe avec le Bitcoin. Donc, j'imagine que les ultra-riches, à Cuba, en principe, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Au Venezuela, il y en a plus, ils sont tous à Miami. Au Venezuela, il y a certains ultra-riches qui, eux, ou moins riches, hein? Pas besoin d'être très riche pour acheter du Bitcoin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin en entier. Vous pouvez en acheter le 1 centième, le 1 millième si vous voulez. Donc, vous voulez acheter pour $20 de Bitcoin, vous pouvez. Donc, je dirais que ce n'est pas que pour les ultra-riches, non? Mais il y a une chose, c'est que si j'achète de dollars, j'achète de l'or, j'achète le yuan ou le renminbi chinois, j'achète de l'euro, j'achète du yen, enfin bref. Toutes ces monnaies sont quand même indexées sur... non plus sur l'or depuis Nixon, mais sur une économie, sur une activité, sur quelque chose. Là, on est en apesanteur totale. C'est pour ça que je parlais d'argent Monopoly. Ah oui, je vous dirais qu'on pourrait parler d'argent Monopoly en ce qui a trait aux différentes devises mondiales qui ne sont évaluées qu'en fonction de l'une de l'autre. Donc, le dollar américain vaut 1,35$ canadien, admettons. C'est comme ça qu'on détermine sa valeur. Comme vous l'avez dit, toutes les devises du monde ne sont plus indexées sur l'or. Donc, il n'y a plus une valeur fixe, si on peut dire. Les différentes devises, elles fluctuent en fonction des différents taux d'intérêt des différents pays. Bon, l'économie, bien sûr, joue un rôle important, mais on pourrait dire, par exemple, que l'économie chinoise, en théorie forte, aurait une devise forte, mais on sait très bien que c'est faux parce que la Banque centrale de Chine dévalorise sa propre monnaie pour rendre l'économie justement plus concurrentielle en attirant l'investissement étranger et artificiellement... Et à l'exportation, exactement. Et en forçant sa propre devise vers le bas. Donc, il y a de la manipulation, là, tout simplement. Donc, je vous dirais que ce qu'on appelle l'argent Monopoly, ça peut s'appliquer à toutes les devises. Le Bitcoin... je vous dirais que je ne comparerais pas nécessairement une devise, au cas qu'on pourrait, mais je comparerais surtout à l'or, qui est plus fixe dans le prix, même si celle-ci fluctue beaucoup de nos jours, dans le sens qu'elle joue ce rôle, que le Bitcoin joue ce rôle que l'or joue, c'est-à-dire se protéger de l'inflation. Vu que la politique monétaire du Bitcoin, comme je disais, est désinflationniste, pas déflationniste, il y a une différence, mais désinflationniste, et l'or, du moins historiquement, a joué ce rôle de protection de la richesse, parce qu'elle maintient sa valeur avec le temps. Elle ne perd pas de sa valeur, du moins c'est la théorie après
en pratique, c'est plutôt vrai, mais c'est pas toujours Donc, vrai. j'ai des bitcoins, l'immobilier flambe, comme c'est le cas ici, enfin ça l'a été récemment. Je peux changer des bitcoins en dollars canadiens et acheter le même appartement que je voulais il y a 10 ans? Ah, si vous avez acheté des bitcoins, voilà 10 ans. Non, j'achète des bitcoins il y a un an, mettons. Ouais. L'immobilier a flambé depuis un an, mettons. Si je veux acheter l'appartement au prix d'il y a un an, mon bitcoin a la même valeur qu'il y a un an et donc ils peuvent... Enfin, Bonne question. Je vous dirais qu'en ce moment, ça c'est mon analyse, mais le bitcoin est un peu encore dans ce stade entre la valeur refuge et la valeur spéculative. Oui. Donc, bien sûr, la plupart des gens qui achètent du bitcoin l'achètent pour des raisons spéculatives en espérant bien sûr qu'il augmente phénoménalement. Donc, quelqu'un qui aurait acheté du bitcoin il y a un an aurait au moins doublé la valeur de son achat aujourd'hui, environ. Donc, le prix des maisons n'a pas doublé depuis. Là, donc, son pouvoir d'achat aurait augmenté de façon significative si l'objectif était de simplement maintenir son pouvoir d'achat en ce qui a trait à l'immobilier. Mais je vous dirais que l'immense majorité des gens qui achètent du bitcoin aujourd'hui le font de façon spéculative, encore une fois, pour s'enrichir. Mais à terme, l'objectif, du moins en théorie du bitcoin, et de devenir un actif similaire à l'or, donc avec une valeur, un prix si vous voulez, plus stable. Et justement, ça, on parle d'individus ou d'institutions avec le Bitcoin. Ça peut aussi intéresser des États qui veulent échapper à des contrôles ou à des punitions, des sanctions. Et c'est là où votre texte est encore plus intéressant, Philippe Labrec, un texte qu'on peut voir sur le magazine Les Affaires sous le titre « Le Bitcoin peut-il devenir un outil géopolitique ?» J'imagine que des États seraient très intéressés à remplir leur coffre de Bitcoins, non? Oui, tout à fait. Ça reste encore spéculatif, ceci dit. Oui. Je dirais qu'il y a deux cas principaux. Le premier étant, on peut penser à la Corée du Nord, par exemple, qui fait affaire en Bitcoin pour échapper ou pour contourner le système bancaire mondial et financier qui est largement sous contrôle américain, étant donné les sanctions. L'Iran, par exemple, qui fait la même chose, le Hamas, là, qui est apparemment qui a fait des transactions en Bitcoin pour différentes raisons, mais encore une fois, pourquoi utiliser le Bitcoin, c'est qu'ici, on voulait contourner le système bancaire et financier, encore une fois, contrôlé par les États-Unis, dû aux sanctions qui sont en place contre l'Iran, la Corée du Nord. Parce que les flux monétaires sont en parallèle des flux officiels? Beaucoup, quand même encore. Mais je voudrais que les choses s'officialisent dans le sens où de plus en plus, comme j'ai parlé tantôt de Kraken et Coinbase, qui sont des grands marchés, des marchés des échanges, où les gens vont acheter et transiger différentes devises numériques, là, les fameux les monnaies numériques, pardon. Celles-ci sont très réglementées par différents cadres juridiques américains notamment, mais canadiens, européens, peu importe. Donc, je vous dirais que tout l'écosystème financier qui est lié aux transactions, l'achat, la vente et le transfert de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies est de plus en plus réglementé. Mais oui, techniquement, il n'y a rien qui m'empêche de vous envoyer personnellement une quantité de Bitcoin énorme ou minime, un des deux, à peu de frais, sans passer par le système bancaire. Non seulement c'est possible, c'est recommandé en le sens où le Bitcoin est ce qu'on appelle peer-to-peer, ça veut dire d'une personne à une autre. Ah, donc on passe pas par une banque... Exact. La différence, c'est que si je vous envoie un transfert Interact, mais en réalité, je vais dans mon compte de banque, ma banque vous envoie un transfert Interact et là, vous l'acceptez. Ça veut dire qu'il y a un tiers parti. Il y a moi, vous et la banque. Avec Bitcoin, je vous envoie un Bitcoin, par exemple, il n'y a que moi et vous. Il n'y a aucune institution tiers qui va pouvoir soit approuver, soit rejeter la transaction. Et donc, on n'est pas sujetti, en théorie, encore une fois, au pouvoir de l'État et du système bancaire. Je pense à un pays comme l'Inde. Ouais. Un premier pays démographique, au point de vue démographique, depuis quelques mois seulement, puissance non seulement émergente, mais qui commence vraiment à faire beaucoup d'ombre à tout le monde, notamment à la Chine aussi, bientôt, un jour aux États-Unis. L'Inde a toujours eu une volonté d'être non alignée face au bloc russe, chinois ou états-unien. Si j'étais le gouvernement indien, je voudrais avoir des bitcoins pour pouvoir échapper aux sanctions aussi ou ça et me développer comme bon me semble. Oui, je dirais surtout l'Inde, et ça reste hypothétique, mais pourrait diversifier ses avoirs stratégiques. Donc, chaque pays a des avoirs stratégiques au niveau de sa banque centrale, donc de l'or, de l'argent, le métal, bien sûr, l'argent, des dollars américains, des renminbi, le yen japonais, l'euro, par exemple. Et
l'analyste Ashwat Komat, comme je cite dans mon article, déclare, c'est qu'un pays comme l'Inde, qui justement veut peut-être s'affranchir au moins partiellement du pouvoir du dollar américain et de l'influence du renminbi chinois, pourrait, aux côtés de l'or, l'argent et différentes devises, comme j'ai dit, acheter du Bitcoin pour diversifier ses actifs stratégiques, pour ajouter à sa stabilité, pour lui permettre, s'il y a un événement géopolitique quelconque qui force un réalignement, si vous voulez, de pouvoir non seulement protéger ses actifs de un, parce qu'on se rappelle que tous les pays du monde ont appris la leçon après la gelée des avoirs russes qui étaient détenus à l'étranger au début de la guerre en Ukraine. En Occident, on y a plus ou moins pensé, mais je vous dirais que tous les pays en ont pris note. Ils se sont rendus compte que ce qu'on croyait étant des actifs protégés de toute puissance, détenus dans des banques étrangères, au niveau des États, je parle, quand les Russes se sont tout fait confisquer, donc l'or, l'argent, les dollars, des euros qui étaient détenus à l'étranger, les pays se sont dit soudainement, ce qu'on croyait qui était intouchable est maintenant menacé. Donc, le Bitcoin, c'est la solution miracle. Pas miracle, mais ce serait une des solutions pour diversifier un portefeuille d'actifs. Pour l'instant, parce qu'un jour, les banques centrales vont vouloir créer leur propre Bitcoin, non? Oui, mais ce ne sera pas des Bitcoins. Il y a une différence importante, je crois, là. C'est que le Bitcoin, comme je dis, une politique monétaire indépendante de toute institution, désinflationniste. Ce qu'on appelle les monnaies numériques des banques centrales, donc une espèce de dollar canadien numérique, si vous préférez, serait sous le contrôle de, une institution, la Banque du Canada, de deux, cette monnaie numérique serait sous le contrôle de la Banque centrale, donc aurait la politique monétaire de la Banque centrale. Et de 3, vu que ça serait contrôlé par cette institution, les craintes de certains analystes est que le gouvernement, pour stimuler soit l'inflation ou pour combattre l'inflation, faut se rendre compte que les banques centrales font les deux en même temps, des fois, ou du moins l'un après l'autre, pourrait vous forcer à dépenser votre argent d'une certaine façon, parce qu'ils auraient contrôle, en gros, de votre compte de monnaie numérique, ou ils pourraient vous dire que vos habitudes de vie ne sont pas saines, donc vous dépensez trop en alcool, trop en divertissement, trop en ci, en ça, et vous forceraient à réduire les dépenses en se basant sur des raisons de santé publique, par exemple. Ça peut être... ça reste théorique. Vous êtes en science-fiction, là, mon cher. Ça reste théorique, mais c'est très facilement imaginable, disons-le comme ça. Après tout, rappelons-nous que lors des manifestations à Ottawa, des camionneurs qui avaient été, vus de façon négative pour de bonnes raisons, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a gelé leurs avoirs financiers. Donc, ces gens-là se sont retrouvés du jour au lendemain incapables de faire leurs achats quotidiens. Alors que s'ils avaient eu des bitcoins, ils auraient pu continuer à vivre comme d'habitude. Là, je n'irai pas jusque-là, mais ils auraient peut-être pu garder une certaine partie de leur fortune protégée du gouvernement. Après, ça aurait été difficile de convertir les bitcoins en dollars canadiens parce qu'une fois que tu as des dollars canadiens, tu dois passer par le système bancaire, ce qui était sous contrôle de l'État. Soyons francs. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que les bitcoins les auraient sauvés. Ça les aurait peut-être permis, par contre, de se protéger, oui, de l'État, au moins partiellement. Mais quand je donne l'exemple d'une banque centrale ou d'un État là, ici qui vous forcerait à dépenser d'une certaine façon et pas d'une autre, on a vu ici que l'État était capable d'empêcher ces gens-là de dépenser, point. Donc, c'est pas entièrement fictif. Ça reste hypothétique dans le sens où on va voir là, comment les choses vont se développer, mais la monnaie numérique des banques centrales, en théorie, leur donnerait le pouvoir de faire cela, oui. Pour terminer, si moi, je suis libertarien, vous n'en parlez pas dans votre texte, mais c'est ce que je comprends. Si je suis libertarien, je suis pour le Bitcoin. Libertarien veut dire contre l'État, indépendant de l'individu roi, enfin, il fait ce qu'il veut de sa vie, etc. L'affranchissement de l'individu envers l'État, oui, tout à fait. Le Bitcoin a été, je crois, conçu dans cet état d'esprit, si on peut dire, libertarien. Et je vous dirais que dans les cercles libertariens, le Bitcoin est très populaire. Donc, je vous dirais que les gens qui se qualifieraient de libertariens, très souvent, sont en faveur du Bitcoin, soit détiennent du Bitcoin. Pour ces raisons, oui, tout à fait. Philippe Labrec, j'ai la tête qui tourne, c'est passionnant, mais il faut vraiment relire votre texte. Il y a une mine de choses dedans. On a gratté un peu la surface des choses. Le titre, d'abord, on peut le trouver sur le site du magazine Les Affaires, où vous publiez régulièrement des textes. Le titre de votre texte, votre réflexion, le Bitcoin peut-il devenir un outil géopolitique? Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Joyeuse Pâques entre-temps, tiens, Joyeuse Pâques. On ne verra pas avant. Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Demain, psychopathologie du totalitarisme et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin.
Ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.